Bonsoir, bienvenue à vous en direct, édition spéciale ce soir suite à l'intervention de François Hollande. Le président de la République au plus bas dans les sondages a tenté de mettre en perspective son action. 4 ans après le début de son quinquennat, le chef de l'État est revenu sur sa politique, économique, sociale, sur le thème de la sécurité aussi. Au moment où le doute grandit sur sa capacité à se représenter, François Hollande est à la recherche d'un début de dynamique. On va analyser ce soir sa prestation, les grandes lignes, le contexte dans le pays et l'état de la gauche. De nombreux invités politiques seront en notre compagnie, des éditorialistes. À suivre aussi la chronique web de Caroline Deschamps, la semaine en dessin d'Hervé Baudry et l'entretien ce soir avec la journaliste Cécile Amar, auteure du livre « L'homme qui ne voulait pas être roi », conversation avec Jacques Delors. Voilà donc pour le programme de cette édition spéciale. Merci d'être en notre compagnie. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Sophie Normand-Couturier. Bonsoir, 90 minutes de face à face avec 3 journalistes et 4 Français. À un an de la présidentielle, François Hollande a tenté de reconquérir l'opinion. L'échange était très attendu. Le chef de l'État a débuté l'émission en tentant de défendre son bilan. Croissance, déficit, impôts, oui, ça va mieux, a proclamé François Hollande, qui a annoncé vouloir poursuivre les réformes jusqu'au bout. Nous en parlons plus en détail au cours de nos débats, édition spéciale ce soir. Une prestation qui intervient après une nouvelle journée de manifestations et de blocage de lycées. Le projet de loi de travail continue de mobiliser. Des échauffourées ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Incident enregistré à Montpellier, Toulouse. À Paris, des affrontements ont éclaté place de la République. 2 responsables d'un collège du 11e arrondissement ont également été blessés par des manifestants. Après 5 ans de débat, le PNR, registre européen des données des passagers aériens, a enfin été adopté. Les eurodéputés se sont prononcés pour. L'Union européenne se dote ainsi d'un nouvel outil antiterroriste. Les explications de Jérôme Rabier. C'est à une très large majorité que le Parlement européen a adopté le fameux PNR pour Passenger Name Record, un fichier qui permettra aux services de sécurité de s'échanger des données personnelles des passagers aériens. Concrètement, les polices européennes pourront y trouver l'identité et les coordonnées des passagers, les dates de voyage et des informations sur les bagages transportés. Ces données pourront être conservées pendant 5 ans et les vols charters et intra-européens seront également concernés. Manuel Valls et son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont félicités de l'adoption d'un nouvel outil pour lutter contre le terrorisme. Mais pour Pierre Laurent, président du parti de la gauche européenne, cela n'empêchera pas les attentats comme ceux commis à Paris et à Bruxelles. Ce fichier, il est censé lutter contre le terrorisme. Mais personne n'a jamais démontré qu'un fichier supplémentaire de ce type, il y en a déjà beaucoup, allait permettre de lutter contre le terrorisme. Pour obtenir une majorité au Parlement européen, les négociations ont été tendues ces dernières semaines. Une partie des eurodéputés réclamant des dispositions sur la protection des données personnelles en contrepartie. Un volet renforçant les conditions d'utilisation de ces données en matière policière et judiciaire a donc également été voté ce matin. Les États membres ont désormais 2 ans pour transcrire cette directive dans leur législation nationale. Nouveau coup de pouce pour le RSA. À partir de septembre, il augmentera de 2%. C'est le Premier ministre qui l'a annoncé. Manuel Valls était en déplacement à Mantes-la-Jolie dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté. On l'écoute. Le RSA sera ainsi à nouveau revalorisé de 2% en septembre prochain, comme chaque année depuis 2013, pour une augmentation globale de 10% en 5 ans. Nous tenons nos engagements et nous répondons là à une attente très forte dans la société. Et puis on a appris aujourd'hui le décès de Laurence Chirac, la fille aînée du couple Chirac. Elle avait 58 ans. Elle était hospitalisée depuis plusieurs jours à la suite d'un malaise cardiaque. Place au premier débat présent. Vous revenez, Sonia, avec vos invités sur la prestation de François Hollande. Oui, les sondages se suivent et se ressentent pour François Hollande. Le désamour des Français s'exprime dans les enquêtes. Alors le président a cherché ce soir à mettre en perspective son action et donc déjà
son bilan à 1 an de la présidentielle. La déception est là, on le voit dans les enquêtes, les attentes importantes. Alors François Hollande a-t-il réussi à expliquer ses décisions, le sens de son quinquennat, le cap aussi vers lequel nous allons alors que le pays est sous pression et que la gauche est sous tension? On en parle avec nos invités ce soir. Corinne Narassiguin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes la porte-parole du Parti socialiste. Nous accompagne Nicolas B, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du Front national, député européen. Avec nous Éric Coquerel, bienvenue et bonsoir. Coordinateur du Parti de gauche et conseiller régional en Île-de-France. Et Jean-Baptiste Lemoyne, bienvenue. Bonsoir à vous, sénateur Les Républicains de Lyon. Alors, madame, messieurs, d'abord, on va écouter l'une des réactions ce soir de François Hollande qui décrit justement le contexte, notamment économique. Je veux insister aussi sur ce qui va mieux. Alors c'est vrai, quand le président dit « ça va mieux », quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans et voilà pourquoi je vais poursuivre jusqu'au bout. Voilà, je voudrais qu'on démarre avec vos réactions sur cette phrase. C'est peut-être l'une des plus importantes parce qu'elle plante le décor, la perception du président. Depuis d'abord, Jean-Baptiste Lemoyne, qu'en pensez-vous ? J'ai été frappé effectivement par ce terme, ça va mieux. Alors moi j'avoue que sur le terrain, dans Lyon, ce que je vois, c'est des gens qui sont quand même encore matraqués fiscalement. C'est une dette qui continue à croître, 95% du PIB. C'est un chômage qui n'arrête pas, mois après mois, quasiment inexorablement à monter. Donc ça va mieux, pardon, mais ça fait un peu Louis XVI enfermé dans son palais et qui ne voit pas ce qui se passe en France. Voilà comment j'ai ressenti cela. Et la méthode Coué, malheureusement, ne peut conduire à rien. Vous savez, ce qu'attendent les Français, c'est du concret, des actes, des résultats. On va poursuivre le tour de table, mais vous ne reconnaissez pas un élément positif, par exemple le déficit, un des exemples qui a été donné. Les faits sont têtus là-dessus, effectivement, il y a... Le déficit, vous savez, il est à 3,5%, il s'est amélioré de 0,2 points, mais grâce à quoi ? Grâce à des taux historiquement bas qui font que la dette française ne pèse moins dans le budget. Mais je veux dire, structurellement, le déficit, il est toujours là. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu d'amélioration. Alors, on poursuit le tour de table. Éric Coquerel, votre sentiment, ça va mieux? Voilà la perception du pays aujourd'hui. Écoutez, avant cette émission, il avait déjà réussi un exploit, c'est que d'habitude, on attend quand même une allocution, une intervention du chef de l'État. Bon, là, c'était carrément repoussoir pour beaucoup de gens qui l'expliquaient. Et là, il a ajouté quelque chose, c'est totalement irréel. Voilà, il a fait une intervention irréelle. On l'entend parler de réalité du pays, il nous décrit une situation qu'aucun Français ne voit. Ou alors 71% des Français qui contestent sa politique sont stupides. Moi, je ne le crois pas. Donc, alors, le chômage, à peine question, à la fin, il est revenu. C'est quasiment devenu un détail. Donc moi je trouve que cette fois-ci il a été plus loin que la méthode Coué, il est dans un déni total de la réalité, d'un point de vue économique, de la croissance, d'un point de vue de la situation du pays. Et pour le reste, à certains moments, on a trouvé un commentateur de la situation politique sur le terrorisme, l'intégrisme, la situation au Moyen-Orient. Voilà, donc je trouve que c'est comme son boulot. Même question sous forme de nuance, est-ce que vous ne lui reconnaissez pas ce qu'il dit ? Il dit, moi, président, je protège ou j'ai protégé notre modèle social. Mais attendez, vous rigolez ou quoi ? Il casse le modèle social depuis maintenant des années en appliquant une politique que même Nicolas Sarkozy n'avait pas osé appliquer. D'accord ? Tout ça pour répondre aux injonctions de Bruxelles. Là maintenant, c'est la loi El Khomri, ça a été la loi Macron, Rebsamen, il a rallongé l'âge de la retraite, il a osé à un moment donné parler des 42 ans qui n'était pas une situation différente en laissant penser qu'il aurait sauvé la retraite. Mais tout ça, c'est du pipeau. Et les Français le savent. Et les Français je vais vous laisser réagir, Corinne Narassiguin, mais donc, je fais le tour de table d'abord de l'opposition. Vous avez remarqué que son électeur à la fin, qui a voté aux 2 tours pour lui, a exprimé à peu près l'état du peuple de gauche dans ce pays. On est effaré par le bilan de François Hollande. Nicolas B, j'ai l'impression que vous allez rejoindre, et c'est là où le paradoxe est assez frappant, ce que dit Éric Coquerel. Je vais surtout rejoindre, à mon avis, le sentiment qu'ont eu 95% des Français en écoutant François Hollande ce soir, un président de la République totalement déconnecté des réalités, qui a fait 90 minutes d'autosatisfaction, sans rien comprendre de la souffrance terrible qui aujourd'hui frappe notre pays. Et quand il nous explique que ça va mieux, il oublie évidemment de dire que tous les mois, depuis 4 ans, le chômage augmente et ça crée autant de drames sociaux. Et on a un président de la République qui, sur aucun sujet, n'est capable de se remettre en question moindrement. Il continue de façon dogmatique, idéologique, sectaire même, à exercer le pouvoir. On le voit très bien avec la loi El Khomri. Il nous dit
je ne céderai pas, on ira jusqu'au bout, alors qu'il sait que cette loi, elle est rejetée par une majorité de Français. Il a même annoncé qu'il était prêt à la passer en 49.3 sur une procédure forcée, alors que, par exemple, dans le même temps, eh bien, la déchéance de la nationalité française, qui était soutenue par 90% des Français, eh bien, il y a renoncé pour de sombres considérations partisanes et je vais vous laisser débattre. Je voudrais avoir le sentiment de la porte-parole du Parti socialiste sur cette phrase qui résume, selon le président, la situation économique. Vous avez déjà un aperçu des premières réactions. Oui, je constate que ce qu'on entend sur ce plateau, c'est ce à quoi le président est confronté dans les commentaires politiques depuis 4 ans, c'est-à-dire des gens qui s'obstinent à voir systématiquement le verre à moitié vide. Je crois que François Hollande l'a dit lui-même, il a montré lui-même qu'il comprenait qu'il puisse y avoir du scepticisme par rapport à ce qu'il dit, parce que effectivement, il y a le chiffre du chômage qui n'est pas satisfaisant, mais ceci étant dit, ce qu'il a dit, ça n'est pas une perception, ce sont des faits. Ce sont des faits reconnus. La baisse du déficit, l'augmentation de la création nette d'emplois en France, l'augmentation des investissements, l'augmentation de la croissance. C'est des emplois naturellement créés, il n'y a pas de création d'emplois. Ce sont des faits réels et qui sont le produit d'une politique qui est menée depuis 4 ans où on a demandé, c'est vrai, aux Français de faire beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, c'est aussi la réussite des Français que François Hollande met en avant par rapport à ces premiers résultats qu'on obtient. Et donc, il faut poursuivre, même si c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas et sur lesquelles il faut continuer à travailler. Non, mais la création d'emplois, ça fait rigoler tout le monde. Enfin, il y a des dizaines de milliers 100 000 de chômeurs, des dizaines. C'est la première fois qu'on voit ça depuis 5 ans. Non, excusez-moi, il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'emplois supplémentaires tous les mois, et encore le gouvernement de façon très artificielle. On a une progression démographique qui est très forte, qui n'est pas le problème de l'Allemagne, par gouvernement, exemple. chaque mois, multiplie les procédures de radiation administrative, essaye de basculer des chômeurs de catégorie A en catégorie D pour les sortir des statistiques. Une manipulation, monsieur. Tout ça, ce sont... Non, mais oui, vous êtes dans la manipulation des statistiques, c'est évident. Parce que c'est votre manière de penser. Vous pensez toujours en termes de manipulation. Ce sont deux visions opposées. Je voudrais vous faire réagir, Jean-Baptiste Lemoyne et Éric Coquerel, sur un point dont on avait dit justement que François Hollande pourrait peut-être réussir à mettre en perspective son action. C'est pas juste un élément de communication, c'est important pour les Français de savoir où on les emmène. Il reste quand même 1 an à la présidentielle. On est passé par des chocs, des attentats. Est-ce que sur ce point-là, il a réussi à rassembler ce que l'on a appelé sa boîte à outils, à lui donner une cohérence? Enfin, le problème, c'est comment donner une cohérence à un parcours qui est lui-même un zigzag. En fait, on sait, il aime beaucoup singer François Mitterrand, y compris dans ses séquences du gouvernement. On a eu droit à 2012-2014, c'était un peu le 81-84, et puis après, une nouvelle période qui s'est ouverte avec des réformes apparentes, et l'apparence de réformes. Parce qu'en réalité, sur la loi El Khomri... Je me souviens que vous aviez applaudi la loi El Khomri au début. Mais l'apparence de réforme, justement, au début... Il sort un texte, on se dit, tiens, ça peut déverrouiller des choses. Et puis en réalité, de reculade en renoncement, il n'y a plus grand-chose. Et du coup, il perd sur tous les tableaux, parce que M. Coquerel ne s'y retrouve pas, parce qu'il considère que ça va trop loin. Et des gens qui sont prêts à déverrouiller la société française dans l'intérêt général, en allant au-delà des postures partisanes, ne s'y retrouvent plus non plus. Donc, moralité, c'est perdant-perdant. Et c'est pour ça que cette politique du zigzag, elle ne peut le conduire que dans le mur. Vous dites perdant des deux côtés. Éric Coquerel, François Hollande a dit tout à l'heure, je ne renie rien de ce que j'ai dit au Bourget. Moi, je me souviens peut-être qu'au discours du Bourget, vous avez été enflammé à ce moment-là. Peut-être pas le mot, mais... Ça montre que très certainement son subconscient pensait autre chose, ou que du moins il mentait en nous disant ça. Parce qu'on dit perdant-perdant, mais il y a des Français qui ne perdent pas depuis quelques années. C'est les mêmes que depuis des années. C'est-à-dire le capital et les profits des grandes entreprises du CAC 40 continuent à faire des profits, pendant que, contrairement à ce qu'il a dit, à un moment donné, il a une affirmation extraordinaire. Il explique que les salaires augmentent. Mais où a-t-il vu ça? Aucun économiste ne constate pas. Ce sont des chiffres INSEE, il y a une augmentation du pouvoir d'achat. Que ce soit les chiffres de l'INSEE, non, absolument pas. Les chiffres ont marqué, absolument pas. Les chiffres ont marqué qu'en 2015, pour la première fois depuis de longues années, il y a une baisse tendancielle des salaires dans ce pays. C'est ça la réalité, alors que les profits continuent à augmenter. Tout simplement parce que c'est la même politique. C'est une politique qui veut nous faire croire. Laissez-moi terminer. C'est une politique qui veut nous faire croire que le problème, ça serait le coût du travail, alors que le problème dans ce pays, c'est le prix du capital. Nous le disons depuis des années. Et Hollande continue la politique qu'il a pourtant critiqué chez Nicolas Sarkozy. Et là, par rapport à la loi Sarkozy, je comprends, vous êtes dans votre rôle de dire ça, mais M. Gattaz l'a tout de suite dit, c'est une loi qui sécurise les licenciements. Donc même quand François Hollande annonce la taxation des CDD, à quoi ça va servir quand le CDI va être précarisé dans le contrat de travail et dans le code du travail? Il est en train de casser le modèle social français. Et le problème,
et c'est le problème de la Ve République, c'est qu'il a été élu pour faire exactement l'inverse. Alors là, c'est un point très important, Corinne Narassiguin, parce qu'on comprend bien quand on l'entend ce soir que François Hollande, tout l'argumentaire pour sa candidature, il va se représenter, ça va être « j'ai protégé le modèle social ». Comment le faire passer auprès d'Éric Coquerel et puis de gens de la gauche qui sont sous tension, sous pression? Sur la loi travail, spécifiquement, je confirme au sénateur Lemoine que c'est effectivement pas une réforme de droite qu'on est en train de faire passer, donc ça ne lui plaît pas, c'est normal. Mais nous, sur la loi travail, c'est une réforme social-démocrate. Alors là, effectivement, ça heurte aussi M. Coquerel, qui n'est pas sur cette ligne-là, mais entre les deux. Mais je crois que c'est une loi libérale. Elle n'apporte aucune simplification à un code du travail qui compte 3700 pages. Elle ne fait rien pour les TPE-PME, et ça a été dit sur le plateau ce soir. Mais attendez, vous êtes jamais du côté des syndicats qui se mobilisent, monsieur. Évidemment, oui, notamment aucun allègement de la fiscalité de charges. Du côté des gens qui se mobilisent contre la loi. Les TPE, les PME, écoutez, on est en première ligne là-dessus. Et vous savez, les ouvriers, aujourd'hui, François Hollande et Corinne Narassiguin a reconnu quand même qu'il aurait dû, qu'il y ait plus, en tous les cas, avant la loi, avant le projet sur la table, plus de négociations, de concertation. Je l'ai même dit ici aussi, d'ailleurs, sur ce plateau, il y a Alors pas c'est très trop longtemps, tard aujourd'hui sur le fait qu'il y aurait, effectivement, il y a eu un problème de méthode en amont, mais aujourd'hui, on a sur la table un bon projet de loi qui va être amendé, qui va être encore amélioré par les parlementaires. Et le sens de ce projet de loi, c'est de renforcer la négociation sociale, la négociation collective, le rôle des syndicats dans les entreprises. Et de donner des protections supplémentaires aux salariés. Excusez-moi, mais c'est des syndicats qui sont sclérosés, politisés, et ça ne concerne que les grandes entreprises. Donc les syndicats qui protestent contre la loi sont sclérosés. Excusez-moi, mais ils sont... Excusez-moi, mais les syndicats en France, ils ne sont pas représentatifs. On ne va pas faire le débat sur les syndicats ce soir. 5% des salariés qui sont quartiers dans les Vous allez parler tous ensemble, et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir vous comprendre. Vraiment, justement, l'ensemble des invités à faire divorcer l'économie et l'idéologie. Je veux dire, le problème, c'est pas social-démocratie, socialisme ou libéralisme. Le problème, c'est prendre des mesures concrètes qui vont faire que, oui, une boîte qui fait 8 personnes en embauchera un 9e, qu'une boîte qui en a 45 voudra en embaucher 3 de plus. Et ça, je veux dire, c'est... Voilà, et ça, c'est l'allègement des charges. Donc oui, c'est relancé effectivement. Moi, des investissements d'avenir, ça me choque pas. Il y a un moment, c'est important. Et de ce point de vue-là, on pourrait mettre sur la table, en matière de très haut débit, plein de milliards qui ont manqué longtemps. Mais c'est également aussi des mesures très concrètes sur l'apprentissage, sur les secondes seuils. Tout a été retiré. L'apprentissage, c'est l'allègement des charges salariales et des charges patronales. S'il vous plaît, vraiment pas tous en même temps. Vous savez qu'il y a des nouvelles... Attendez, vous savez que les nouvelles exonérations qui viennent de tomber en avril encore, de 3 milliards, qui se rajoutent aux 27 milliards l'année prochaine. Donc réviser ce qui est en train de se passer. Mais bien sûr, c'est un allègement. Corinne Narassiguin, je voudrais qu'on écoute, s'il vous plaît, une autre phrase de François Hollande. C'est important, puisqu'une partie de la jeunesse est, dit-on, une partie du peuple de gauche, c'est ce qu'on dit, et dans la rue. On va écouter ce qu'a dit le président de la République sur ce sujet. Moi, je trouve légitime que la jeunesse, aujourd'hui, par rapport au monde tel qu'il est, mais même par rapport à la politique telle qu'elle est, veuille s'exprimer, veuille dire son mot. Alors ça ne suffit pas de prendre la parole. Il y a d'ailleurs des nombreux débats. Mais moi, je ne vais pas me plaindre qu'il y ait une partie de la jeunesse qui préfère inventer le monde de demain plutôt que de regarder avec nostalgie le monde d'hier. François Hollande dit une partie de la jeunesse qui préfère inventer le monde de demain. Moi, je précise quand même qu'il y a encore des échauffourées ce soir, pas loin de Place de la République. Donc voilà la situation, Corinne Narassiguin, d'un pays tendu, d'un pays qui est vraiment sous pression, avec des convulsions. Comment vous allez appréhender sur les échauffourées, moi, je ne veux pas faire de mélange, parce que je crois que tous ceux qui sont sur la place... Je crois que la plupart de ceux qui sont sur la place de la République sont là pour débattre, pour dialoguer, pour essayer de les images aujourd'hui d'inventer une nouvelle forme de démocratie. Et malheureusement, on voit à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a toujours des gens qui viennent perturber. Et donc, je ne veux pas faire de mélange, je ne veux pas faire d'amalgame, c'est important. Qui est utilisée de mauvaise aloi. Et donc, des forces de police qui sont mal utilisées. Attendez, je parle sur la situation du pays, s'il vous plaît, et de la jeunesse. Non, je dis simplement que les forces de police qui sont déjà épuisées par l'état d'urgence se retrouvent à défendre une loi illégitime. D'abord, et dans des conditions absolument très dures, et on leur fait jouer à un fort mauvais rôle. Des mécontentements, des revendications de la jeunesse.
les forces de police ont utilisé les gaz lacrymogènes pour dégager une manifestation pacifiste et je ne crois pas que ce soit elle qui le décide. Donc je pense que le gouvernement fait comme les gouvernements qui ont voulu imposer une loi illégitime, utilisent les forces de l'ordre de manière très Personne n'a interdit ces rassemblements alors que nous sommes, vous le rappelez, en état d'urgence. Attendez, vous allez laisser terminer juste et puis vous prendrez la parole. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et le François Hollande l'a dit, il y a une demande de démocratie nouvelle, de parole démocratique nouvelle. Aujourd'hui, le système politique, les partis politiques qui existent et le système politique tel qu'il existe aujourd'hui ne satisfait pas. C'est pour ça que d'ailleurs il y a une loi, la loi égalité citoyenneté qui vient d'être présentée. Elle avait été mise au débat malheureusement avec toutes les discussions autour de la loi travail. C'est un peu passé inaperçu, mais elle a été mise au débat à la contribution sur Internet. Ça avait déjà été la même chose sur la loi numérique qui vient au Sénat la semaine prochaine. Donc on fait des efforts, on fait preuve d'inventivité en termes d'innovation démocratique. Donc on entend bien cette demande aujourd'hui de nouvelles formes de débat démocratique et de participation démocratique. J'avoue qu'il y a un peu de poids, de mesure, parce que vous savez, des jeunes qui, la nuit, lisaient des textes, voulaient réfléchir. Je me souviens, il y a 2-3 ans, on leur envoyait le panier à salade et ils se retrouvaient par 50, 60 au commissariat de la rue de l'Évangile. C'était les veilleurs. Et ces gens-là, ils avaient aussi une soif d'absolu. Ils avaient un certain nombre de valeurs. Absolu, oui, non, mais ils lisaient Charles Péguy et pour ça, on les embarquait. Quelles que soient les revendications des jeunes, il faut vraiment que ce soit... Justement, tout ça pour dire qu'ils soient traités de la même manière. Tout ça pour dire qu'il y a effectivement une envie... Il y a eu des personnes violentes qui étaient aussi venues participer... Enfin, pardon, je crois qu'il y a eu beaucoup moins de dégradation à l'époque. Mais tout ça pour dire qu'il y a une envie d'absolu de la part de la jeunesse, et on peut le comprendre. Il y a un bouillonnement, et on peut le comprendre aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'attention, vous ne pouvez pas dire... Enfin, il y a quand même 2 poids, 2 mesures, et je tenais à le dire. On a un peu manié le tonfa il y a 3 ans, de façon... Nicolas B. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je crois que... mais la droite a découvert excusez-moi, mais l'expression des Français contre la loi El Khomri, elle peut prendre des formes diverses, y compris des manifestations de rue, et c'est sans doute très bien. Mais il ne faut pas confondre les manifestants pacifiques avec d'authentiques casseurs, des organisations d'extrême gauche qui mettent le bazar. Et ce que je constate, monsieur B. Vous oubliez les casseurs d'extrême droite. Mais ce que je constate, c'est que le gouvernement aujourd'hui fait preuve, comme toujours, d'une assez grande bienveillance à l'égard des casseurs d'extrême gauche, alors qu'il avait été intraitable avec les manifestants contre la loi Taubira, qui étaient parfaitement pacifiques. Avec les casseurs d'extrême droite, absolument. Oui. Pourquoi, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir aussi aux réalités et aux préoccupations et à ce qui s'est passé ce soir? Quand vous entendez, vous, Éric Coquerel, je vais réformer jusqu'au bout. Quand on sait que le président va se représenter, quand on sait que quand il doit se représenter, c'est un président qui doit rassembler son camp. Son camp, c'est aussi vous. Ouais, alors déjà, c'est la gauche. Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui une petite musique qui vous plaît ou pas? Mais j'ai entendu, par exemple, une phrase où il explique qu'il ne va pas réformer jusqu'au bout. Ou en tout cas, pas de la manière dont il l'a annoncé. Ce qui pose un vrai problème démocratique par rapport au sujet. C'est sur le nucléaire, puisque François Hollande a confirmé ce soir les propos du Monde, comme quoi la part du nucléaire ne descendrait pas avant 2019, soit vraisemblablement quand il sera battu. Donc voilà, une fois de plus, une promesse qui a été faite. On parlait de déficit démocratique tout à l'heure. C'est une promesse qui a été faite aux Français, d'ailleurs. Moi, président, énumérons les mois présidents qui ont été énoncés en 2012, et vous verrez le bilan. C'est un vrai problème de déficit démocratique qu'un homme seul puisse décider comme ça de rompre le mandat qu'il a face au peuple. Et c'est un des problèmes aussi, en dehors de la question sociale, qui s'exerce dans Nuit debout, où des jeunes, justement, en ont assez, où des gens en ont assez, d'ailleurs pas que des jeunes, et bien que quelque part, ils ne soient plus maîtres de leur destin parce que les promesses sont déchirées en fonction de... La question se pose. Il y a une succession de reculs, on peut les citer. Il y a eu la déchéance de nationalité, il y a la loi travail, il y a le nucléaire. Ce sont pour certains des renoncements. Moi, j'ai dit recul pour être le plus neutre possible. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a une marche arrière? Je crois que... Parfois, c'est justement parce que c'est pas un président, pas un monarque absolutiste, c'est quelqu'un qui écoute ce qui se passe dans le pays. Mais c'est la démocratie, c'est le fait qu'il puisse y avoir un débat et que le chef de l'État soit attentif à ces débats et que les positions puissent évoluer parce que les réformes doivent se faire aussi dans une recherche de consensus pour qu'elle soit pour qu'elle puisse être votée. Vous dites consensus, éclairez-nous Corinne Narassiguin, parce qu'il a beaucoup parlé d'équilibre. Est-ce que justement à trop rechercher l'équilibre entre les patrons, les salariés, même sur le voile, il a dit sur le voile, il n'a pas voulu condamner l'asservissement de la femme. Est-ce qu'à trop vouloir rechercher cet équilibre, il se perd? On a vu ce que donnait une présidence brutale qui n'écoutait rien sous Nicolas Sarkozy auparavant. Donc je pense que c'est quand même
important d'avoir des réformes qui soient négociées, qui soient débattues, pour être des réformes qui s'appliquent bien reculer, ensuite. c'est écouter, c'est être pragmatique. Je voudrais avoir votre réaction. Écoutez, reculer, c'est être pragmatique. Je crois que le président cherche à habiller effectivement ces fameux zigzags. En réalité, cette loi travail, il s'est assis, mais il s'est essuyé les pieds sur l'article L1 du Code du travail qu'avait introduit le président Larcher, qui visait à ce que chaque réforme de droit du travail puisse être concertée avant d'être déclinée en projet de loi. Et ça, de ce point de vue-là, il n'y a rien eu. Et donc, c'est intéressant de voir effectivement une gauche qui se gargarise eh bien, de concertation, de social, s'essuyer à ce point les pieds sur... Mais ça, Mesdames, messieurs, regardez, écoutez-moi, il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous laisser conclure chacun d'entre vous en insistant sur ce qui vous a le plus marqué. C'est quelque chose qui vous a marqué ce soir, la phrase à retenir ou ce qui vous a interpellé. Je crois qu'on a assisté à un pouvoir totalement aux abois. D'ailleurs, le président Hollande contredit M. Macron, il contredit Manuel Valls. On a vu aussi, y compris cette semaine, qu'on cède à toutes les exigences de la Turquie, avec un accord avec la Turquie qui est un vrai scandale et qui va pousser à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Nicolas Sarkozy, il faut dire, avait bien enclenché le processus avec 8 chapitres qui ont été ouverts sous son quinquennat. Et puis, face à l'immigration massive, face à la submersion migratoire qui menace directement le continent européen, eh bien là aussi, François Hollande fait preuve d'une impuissance totale. Et la conséquence de cette immigration massive, c'est évidemment le communautarisme et l'islamisme. Et là-dessus aussi, François Hollande refuse de prendre la moindre mesure, même symbolique, pour contrecarrer le communautarisme et l'islamisme radical dans notre pays. Eric, donc c'est très inquiétant. Même conclusion, il voulait essayer de se réconcilier ou s'expliquer ce soir avec les Français. Moi, je pense que c'est un bide. Et ça se voit un petit peu de la manière dont il abordait les gens qui lui posaient des questions. Vous remarquerez qu'il a été compréhensif avec tout le monde. Oui. La patronne de choc, le militant du Front National, le militant de gauche. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'habillage ? Bon, le problème, c'est qu'une fois de plus, il fait une politique inverse à celle, j'insiste, parce que c'est un vrai problème, qui explique l'abstention, qui explique ce qui est en train de se passer. Il a fait une politique inverse à celle pour laquelle il a été élu. Et je pense qu'il en subira les conséquences en 2017. Isolé, même pas la moitié du gouvernement autour de lui ce soir. Emmanuel Macron qui, pendant que le président parle, dîne à Londres avec les milieux économiques. Et donc, je pense que tout ça est de mauvais augure pour les mois à venir et que l'année à venir va être très longue pour les Français. Et la conclusion de Corinne Narassiguin ? Je crois qu'on voit bien là en quoi le travail du président est difficile, de faire de la mise en perspective, d'expliquer la cohérence, parce qu'on a tous cette tendance, on le voit bien ce soir encore, à prendre des choses par petits bouts, au fil de l'eau, par rapport à ce qui fait de l'écume, et pas de regarder les choses globalement. Et donc là, on voit bien encore, ce soir, on n'a pas réussi à en discuter, de la cohérence, l'effet de cette émission, la cohérence des 4 ans de Merci d'avoir été nos invités. Je vais vous libérer dans quelques minutes. Restez encore avec nous parce qu'il y a eu beaucoup de réactions ce soir, notamment sur Twitter, suite à l'intervention de François Hollande. Et c'est la chronique réseaux sociaux. Tout de suite. Les réactions, les petites phrases aussi sur les réseaux sociaux. On en parle avec vous, Caroline Deschamps. Bonsoir. Bonsoir, Sonia. Eh bien oui, il y a eu beaucoup de commentaires, vous le disiez. Pourtant, ce n'était pas gagné, parce que dès ce matin, les appels au boycott de l'émission se sont multipliés. Les sénateurs LR ne sont pas en reste, à l'instar de Roger Carucci qui tweetait « Paraît que ce soir, François Hollande veut démontrer que sa politique est claire, cohérente et sérieuse. Ah bon, moi je vais plutôt regarder Plus belle la vie ». Mais le tweet le plus assassin de la journée revient à Valérie Trierweiler, qui a publié un article du Monde sur l'émission de Jacques Chirac en 2005, avec ce commentaire « Qui se souvient ? Un président à 14 avril ». Une émission face aux Français. Alors finalement, elle a retiré son tweet suite à l'annonce du décès de la fille de Jacques Chirac. Alors plutôt que le boycott, Nuit debout a appelé les internautes à interpeller François Hollande avec le hashtag « Moi debout, je tiendrai mes promesses ». Donc ils ont fait toute une salve de tweets durant toute l'émission. Alors l'émission a débuté et finalement donc le boycott n'a pas fonctionné puisque au tout début, il y avait déjà 17 000 tweets avec le hashtag dialogue citoyen. Sur le propos liminaire, le journaliste du Monde Thomas Wider estime que Hollande, en mode défense de son bilan, sans doute utile, mais potentiellement contre-productif, car pas sûr que cela convainque les Français. Interrogé sur son bilan, François Hollande a jugé que ça allait mieux, vous l'avez entendu. Pour Yvan Valerio de BFM, le « ça va mieux » de Hollande me rappelle le « España va bien » de Aznar, qui avait été beaucoup moqué. Et le twitto Jean Mollo de Se Gosser,
François Hollande est donc content de son action. Bien, ça en fait au moins un. Sur le fond de l'emploi, quand François Hollande explique que la loi travail va permettre aux jeunes d'être embauchés en CDI, la droite s'insurge. Sébastien Huyghe tweet « Moi, président, je céderai à la rue et condamnerai mon pays à l'immobilisme ». L'échange entre le chef de l'État et la chef d'entreprise qui a expliqué qu'elle ne pouvait pas embaucher de stagiaires, alors là, a déclenché toute une salve de tweets d'élus socialistes, comme le député Patrick Menucci qui tweet « Madame Constanza, c'est le programme de la droite des stagiaires ». Des CDD de moins de 20 heures. Alors peut-être qu'il était grisé de retrouver le clivage droite-gauche. Le même Patrick Menucci a ripé quelques instants plus tard lors de l'échange du président avec la mère du djihadiste mort en Syrie. Il tweet « La mère du djihadiste n'a donc aucune responsabilité dans l'évolution de son fils. Tout ça, c'est la faute de François Hollande. » Là, la bronca a été immédiate et justifiée. Voilà, des tweetos. S'ensuit l'électeur du FN qui dit ne pas être raciste et guérir le mal par le mal. Alors, il n'y a pas eu de réaction du FN sur le mal, mais... Peut-être une réaction, Nicolas Bay. Bon, écoutez, moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui souffre dans sa vie quotidienne et qui est lucide sur le fait que les politiques menées par la droite ou par la gauche aboutissent aux mêmes échecs et que la vraie alternative, elle est ailleurs, elle est dans le vote bleu marine. Un vote par défaut. Non, pas du tout. C'était un peu le même des vraies tweet, propositions de notre côté, alors qu'il n'y en a plus du côté de la droite et de la gauche depuis longtemps. Écoutez la suite. C'était le même tweet, à peu près le même élément de langage de Florian Philippot qui dit « Bravo, monsieur de Meyer, qui a su exposer les souffrances et les espérances de la France des oubliés face à un président noyé. » Et alors, pendant ce temps, Sonia, chez les soutiens d'Alain Juppé, on a trollé. On a repris le hashtag dialogue citoyen pour vanter la primaire. Les 20 et 27 novembre, les Français auront vraiment la parole. Votez à la primaire, hashtag dialogue citoyen. Pour conclure, je citerai le tweet de Marcelo Vesfred, le journaliste à l'Express, éditorialiste ici. « Être président, c'est vivre avec la tragédie d'Hollande. Seul moment d'empathie de toute l'émission. » C'est assez vrai. Alors, on verra les audiences demain, Sonia. Mais à 22h, quand j'ai arrêté les compteurs, il y avait quand même plus de 75 000 tweets. C'est quand même un succès, au moins sur Twitter. Voilà, on attendra les audiences médiamétrie demain. Merci beaucoup, Caroline Deschamps. Tout de suite, c'est le journal avec Sophie Normand-Couturier. 90 minutes de face-à-face avec 3 journalistes et 4 Français. À un an de la présidentielle, François Hollande a tenté de reconquérir l'opinion. L'échange était très attendu. On retient notamment sa déclaration concernant l'interdiction du voile à l'université qu'il exclut, se démarquant ainsi de son Premier ministre. Avant de rappeler que son ministre de l'économie, cette fois-ci Emmanuel Macron, devait être dans l'équipe sous son autorité. Le président qui a déclaré qu'il annoncera à la fin de l'année sa décision sur une éventuelle candidature pour 2017. Emmanuel Macron, qui occupe en effet ces derniers temps le terrain médiatique, il fait cette semaine la une de Paris Match avec son épouse, qui livre un album photo du couple ainsi que quelques confidences. « Ma femme a fait une bêtise », déclare aujourd'hui le ministre de l'économie, qui évoque une maladresse. Et dans le reste de l'actualité, après 50 débats, le PNR, registre européen des données des passagers aériens, a enfin été adopté. Les eurodéputés se sont prononcés pour. L'Union européenne se dote ainsi d'un nouvel outil antiterroriste. Pour le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, il était temps. On l'écoute. On a beaucoup attendu, et je vous dirais même qu'on a trop attendu, parce qu'il est clair que ce fichier européen des voyageurs par avion, certains ont craint pour la liberté. Et je comprends tout à fait. Mais vous savez, la principale liberté, c'est de ne pas être victime d'un attentat. Donc, il est apparu que c'était absolument nécessaire. Nous avons beaucoup contribué à le dire. Nous sommes même allés au Parlement européen pour en parler. Et c'est une excellente mesure. Il faut qu'elle se concrétise le plus vite possible. Non, le gouvernement ne se défile pas sur la question du nucléaire et c'est pour prouver sa bonne foi que la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a déclaré qu'elle publiera sa feuille de route sur le nucléaire au plus tard le 1er juillet. Les détails avec Sandra Serquera. Sur le nucléaire, le gouvernement avait décidé d'attendre. Aucun arbitrage ne devait être rendu sur la fermeture de réacteurs avant 2019. C'était ce que prévoyait un arrêté présenté par Ségolène Royal. Réaction immédiate des ONG qui dénoncent un véritable renoncement et demandent au gouvernement de sortir du flou.
La loi de transition énergétique, votée il y a quelques mois, prévoit de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 10 ans. Et pour atteindre cet objectif, il faudra fermer des centrales. On parle de 15 à 20 fermetures de réacteurs d'ici à 2025. C'est important, y compris pour les salariés d'EDF, y compris pour les collectivités où il y a ces réacteurs, de savoir lesquels pour pouvoir anticiper les transitions professionnelles, voir quel type d'activité on peut mettre à la place de ces réacteurs, sachant qu'il y a toujours énormément de personnel qui va rester pour le démantèlement. Passer de 75 à 50% de la part du nucléaire d'ici 2025 était aussi un objectif de campagne de François Hollande. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il publiera sa feuille de route pour y parvenir, au plus tard le 1er juillet, et donnera alors une fourchette du nombre de réacteurs à fermer. Et tout de suite, c'est l'heure du second débat. On continue d'analyser la prestation de François Hollande. Sonia, avec vos invités. Oui, plus de 90 minutes pour tenter de mettre en perspective son action alors que la défiance des Français est grande. François Hollande déjà fait face à une partie de son bilan. Alors sur la forme et sur le fond, bien sûr, analyse et décryptage de cette émission tout à l'heure. On en parle avec nos invités. Sandrine Quimbener, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, rédactrice en chef politique à Marianne, auteur notamment du livre Julie Gaillet, une intermittente à l'Élysée. Christine Claire nous accompagne, bonsoir. Bienvenue, éditorialiste politique, essayiste. Avec nous également Jean Garrigue. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir, historien, professeur et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir. Bonsoir Sonia. On va écouter dans quelques instants l'une des phrases de François Hollande sur les réformes jusqu'au bout. Mais je voudrais d'abord vous faire réagir, on n'en a pas encore parlé dans cette émission, sur la forme. Christine Claire, ce qu'on a présenté comme un dialogue, un contact direct et un face-à-face avec les Français. 4 Français étaient présents. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario, de cette mise en scène ? Écoutez, moi j'avais peur de m'ennuyer. J'ai trouvé ça très vivant. Je les ai trouvés tous excellents, très à l'aise, posant leurs questions directement. Il y a vraiment un ton nouveau. Alors on peut penser que c'est aussi un manque de respect. Est-ce qu'un autre président se ferait mieux respecter ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est l'époque qui fait que les gens sont beaucoup plus à l'aise sur un plateau de télévision ? Vous trouvez qu'il y avait un manque de respect ? Non, c'était tout de même un ton très nouveau. Celle qui a manqué de respect, c'est notre consoeur qui dirait à un président de la République vous plaisantez ou quoi. C'est quand même assez nouveau comme style. Hein. Mais c'est bien. Vous n'avez pas l'air adepte de ce style. Mais pour revenir aux Français, en tous les cas, c'était un vrai dialogue. C'est ça peut-être le plus important. Je ne sais pas si c'est un vrai dialogue parce qu'il n'a pas vraiment répondu à leurs questions. Il était un peu désemparé. Par moments, il m'a fait penser, je ne sais pas si vous venez d'une émission à laquelle avait participé Jacques Chirac à la fin de son mandat, disant « mais je ne vous comprends pas ». Et c'était un homme de bonne volonté, finalement, un homme sympathique. Bon, de temps en temps, il nie des évidences. Hein. C'est compliqué, non ? Les jeunes vivent pas moins bien, ils vivent aussi bien, mais ils sont dans la précarité. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, l'itinéraire. Non, il y a du chômage plus en France qu'ailleurs, mais finalement, c'est parce que il y a plus d'inscrits. Enfin bon, on avait un peu de mal à le suivre, mais on trouvait un homme pas toujours très à l'aise et assez sincère, un peu déstabilisé, tandis que les Français, face à lui, chacun savait très bien ce qu'il avait à dire. Et de leur fait, étaient sans haine, colère parfois, mais colère modérée. Que ce soit la femme chef d'entreprise, que ce soit la mère d'un jeune tué au djihad, que ce soit l'électeur FN. Je pense qu'il a fait monter le FN ce soir parce qu'il était mesuré. C'est autre chose, ça on va pas. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce que vous dites, c'est-à-dire 4 Français, on avait beaucoup, certains avaient critiqué, Jean Garrigue peut-être une émission trop bien huilée, trop bien préparée. On découvre plutôt une liberté de parole chez ces Français qui se sont exprimés, chacun dans depuis leur point de vue. Alors, bon, Giscard qui avait inauguré ce genre de manifestation, enfin de dialogue avec les Français, voulait regarder la France au fond des yeux, et là, avec François Hollande, c'est plutôt la France au fond du trou qu'on voit. Donc, ça claque, ça, comme phrase. C'est un exercice très difficile pour lui, parce que d'emblée, on a vu que toute la presse avait prophétisé l'échec de cette émission. Moi, je trouve qu'elle est plutôt réussie par rapport à ce qui avait été anticipé. Et je trouve qu'il a été cohérent
par rapport à ce qu'est sa politique depuis 2014, en tout cas depuis 2014, qui n'a pas été si désorienté qu'on veut bien le dire. C'est vrai que les Français étaient à l'aise. C'est vrai qu'ils sont peut-être trop à l'aise par rapport à ce qu'est aujourd'hui un président de la République, mais ça tient à une réflexion qu'il faudrait avoir sur la fonction présidentielle sous la Ve République, c'est ce qu'elle est devenue. Mais par rapport à la cohérence de son propos, moi je trouve qu'il a plutôt bien réussi l'exercice. Je sais bien que je vais être totalement minoritaire demain par rapport aux sondages, vous dites ce que vous par pensez. rapport aux appréciations. Mais moi, je trouve qu'il n'a pas été mauvais du tout et qu'au fond, on comprenait ce qu'il avait voulu faire. Maintenant, de là à dire que c'est une réussite, c'est autre chose. On va poursuivre notre tour de table. Simplement, on va prendre la réaction puisque vous êtes en direct. Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice Les Républicains, vous venez d'entendre probablement Christine Claire qui a reconnu une part de sincérité chez le président Hollande et de la part de l'historien Jean Garrigue qui a parlé d'une cohérence du moins depuis 2014. Est-ce que vous reconnaissez au moins ces deux éléments ? Oui, une forme de cohérence, mais dans la terrible faiblesse. Enfin, sur le sujet central qui est le chômage, il n'y a pas eu de réponse. Comme Christine Claire, moi, j'étais effaré par la réponse sur les jeunes. Hein. Il nie le fait qu'ils ne vivent pas moins bien et il dit qu'ils sont dans la précarité. C'est pire encore. Hein. Et le deuxième point, c'est le point sur le terrorisme qu'il n'a pas du tout abordé au moment où les Français sont évidemment extrêmement inquiets pour leur sécurité, eux-mêmes, leur famille. Donc oui, de la cohérence, mais dans la faiblesse qui le caractérise depuis plusieurs années désormais. Il a délivré son diagnostic sur la situation économique, sur la situation sociale. On ne va pas le résumer à une seule phrase, mais cette phrase quand même symbolise sa perception de la réalité. Il a dit « ça va mieux ». Est-ce que sur certains points, les déficits, plus d'emplois nets, vous reconnaissez une amélioration ? Alors ça va mieux sur un seul point, qui est celui qu'il a cité, qui est la croissance. Mais ça ne va pas bien du tout quand on compare la croissance française à la situation dans les autres pays européens, y compris ceux qui ont connu des difficultés plus sévères que la France, comme l'Italie ou l'Espagne. Donc il a pris le seul point qui est en légère amélioration, mais grâce à quoi ? Grâce notamment à la baisse du prix du pétrole et grâce au fait, vous savez, qu'il y a ces rapatriements de fonds, notamment en provenance de la Suisse et des paradis fiscaux, qui a un petit peu atténué le déficit de la France. Mais cela ne redonne pas de l'espoir aux Français pour autant. Moi, je l'ai trouvé beaucoup sur la défensive et avec peu de vision. On espérait un nouveau départ à l'occasion de cette émission et on n'a pas senti un président qui reprenait le leadership attendu au fond depuis 4 ans. Je vous remercie Fabienne Keller pour votre réaction ce soir en direct. On poursuit le tour de table. Je vous laisserai réagir Jean Garrigue, Sandrine Kemener sur ce que vient de dire Fabienne Keller là justement sur ce. Alors elle reconnaît peut-être une part de sincérité, mais aucune cohérence. On a souvent dit que François Hollande devait mettre en perspective son action. Qu'en est-il ce soir ? Oui, c'est ce qu'il voulait faire. Il espérait faire un exercice de pédagogie. Moi, j'ai plutôt vu François Hollande contre François Hollande. J'avais l'impression que les citoyens qui étaient là, c'était des vecteurs en fait. C'était des avocats du François Hollande de 2012 qui venait lui dire « Regardez, vous, François Hollande, en 2016, qu'êtes-vous devenu ?» Et donc, on avait à la fois les questions sur la campagne présidentielle, les questions aussi, c'est ce qui s'est passé sur la Constitution, sur la réforme de la Constitution, parce que là, c'est un temps très court. On a vu très vite les annonces de François Hollande le 13 novembre 2015, et puis le renoncement il y a quelques jours et quelques semaines. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on est sur un laps de temps très court. Tout le monde se souvient des promesses qu'a pu faire François Hollande. Parce que là, sa première promesse, et c'était ça d'ailleurs, derrière laquelle il s'est caché pendant la campagne, c'était de dire « Je vais débarrasser les Français de Nicolas Sarkozy ». C'était ça l'idée de sa campagne. Mais il y avait aussi tout le reste, et les gens ont bien écouté, bien entendu tout le reste. Et on voit bien que tout revient sur la jeunesse, sur le Bourget, mon ennemi c'est la finance, que fait-il sur les lanceurs d'alerte, enfin toutes ces questions-là, les gens ne l'ont pas oublié, tandis que lui, quand il est arrivé à l'Élysée, on a vraiment le sentiment qu'il s'est dit ça y est, tout est fait, puisque j'ai réussi à faire ce que j'avais promis, ce qu'il pensait avoir promis, c'est-à-dire changer de président de la République. Alors le regard également de notre chroniqueur économique Jean-Luc Gombault. On imagine que demain, en partie à la une des journaux, il y aura quand même ça va mieux sur la situation économique. C'est toujours la priorité des Français, c'est l'emploi, c'est leur situation au quotidien. Alors, d'abord, j'étais très surpris quand il a dit ça va mieux, parce qu'il sait très bien, je ne sais pas combien de gens ont écouté, et les gens ont dit mais qu'est-ce qu'il nous dit ?
ça va mieux. Or, les sondages, en tout cas, montrent que pour les gens, ça va plutôt beaucoup moins bien, pour être positif. Et si on prend d'ailleurs item par item, Madame Keller l'a dit à juste titre, la croissance, effectivement, ça va mieux. D'ailleurs, il aurait dû dire, le taux de croissance a été multiplié par 5 en un an. Ça aurait été beaucoup plus... en fait, parce que ça passe de 0,2 à 1, dans 1,1. Donc, mais s'il avait dit, ça a été multiplié, donc, il aurait dû présenter ça comme ça. Mais pour le reste, chômage, non, ça ne va pas mieux. Les impôts, oui, le taux de prélèvement fiscal a baissé, effectivement, ces 2 dernières années, mais pour les ménages, ça n'a pas baissé. Donc, les gens, eux, qui voient ça, ça a baissé pour 8 millions de ménages, mais pour ceux qui paient des impôts, les autres qui paient des impôts, ça a en fait... augmenter. Et on peut prendre l'ensemble, le taux d'endettement. Il dit la compétitivité, ça va mieux, mais le déficit du commerce extérieur qui est sorti la semaine dernière montre qu'il est extrêmement mauvais. Donc la compétitivité ne s'est pas améliorée. Donc, à part la croissance, je ne vois pas très bien où ça va puiser. C'est la méthode Coué. Ça veut dire que on peut dire, comme la croissance redémarre, effectivement, ça pourra annoncer une baisse d'emploi future. Ça serait beaucoup plus juste à dire. Ce qui m'a également frappé, un tout petit détail, ces représentations de la France. Vous savez, or, il n'y avait pas un soutien. C'était vraiment révélateur, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui soutiennent encore M. François Hollande, je ne sais pas combien ils sont, et donc on a dit, voilà les représentants de la France, et tous sont contre lui. Donc c'est assez inquiétant, en effet. C'était donc pas les représentants de la France. Je vais vous laisser réagir, je voudrais... Un mot sur la cohérence, oui. Jean Garrigue parlait de cohérence. Oui, au début de l'émission, François Hollande dit donner à la production toutes ses chances. Ça m'a rappelé sa première conférence de presse, fin 2012, où il avait cité 5 fois Louis Gallois, l'ex-PDG d'Air France, qui avait rendu un rapport sur la compétitivité. On avait cru que sa nouvelle ligne allait être tout pour la compétitivité. On a même cru qu'il allait être ministre, Louis Gallois, oui, tellement voilà. Il avait été cité. Et puis, finalement, il a fallu donner quand même des satisfactions à la gauche. Et là, on avait toujours l'impression qu'il annonce la production, il annonce l'entreprise, mais... Comme lui a dit la chef d'entreprise, vous venez surtaxer les CDD. Donc, à chaque fois qu'il fait un pas dans une direction, il faut qu'il fasse un pas dans l'autre direction pour rassurer ce qui lui reste d'électorat de gauche. Parce que le problème est qu'il n'a pas de majorité. Donc, c'est une cohérence dans l'incohérence ou dans la contradiction interne. Oui, et si j'insiste sur le ça va mieux, il y a cette liste que vous avez dressée, Jean-Luc Gombault. Il y a aussi l'état du pays, Jean Garrigue. Il y a eu quand même des manifestations qui se sont installées. Alors, le mouvement Nuit debout, on ne lit pas dans une boule de cristal, on ne sait pas ce qu'il va donner. Mais il y a quand même un pays sous tension. Est-ce qu'on peut dire cette phrase, alors que, même en mettant à l'écart les données chiffrées, et parler d'un pays où ça va mieux avec autant de crispation? Et non, mais et même d'échauffourées ce soir. Mais bon, que pourrait-il dire d'autre à un an d'une élection présidentielle que ça va mieux, qu'essayer de tirer le maximum d'un bilan dont chacun sait de toute manière qu'il est extrêmement médiocre. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ce que demande la chef d'entreprise, qui trouve qu'on n'allège pas assez, qu'on ne fait pas assez pour légitimement, pour débloquer l'accès au travail, c'est exactement l'inverse de ce que demande le jeune qui arrive en bout de ligne, qui est nuit debout et qui, lui, voudrait au contraire du partage social, voudrait une vision de la société qui est totalement différente. Comment faire dialoguer ces différentes catégories de Français ? Mais vous l'avez entendu, il a juste ça, c'est très intéressant parce qu'il a parlé d'équilibre. Et ça, je crois que c'est une question fondamentale. Comment faire la synthèse entre, vous le dites, le salarié et le patron, et même sur des questions identitaires, sur le voile. Il ne veut pas condamner complètement. Il dit que c'est pas forcément un asservissement de la femme, ça dépend de la manière dont est porté le voile. Martine Aubry disait quand c'est flou, il y a un loup. Est-ce qu'il y a plusieurs loups là ? Non, mais même une cohorte. C'est tout le problème. C'est tout le problème du rôle et du statut d'un président, surtout de la Ve République. Est-ce que ça doit être une sorte d'arbitre ou de commentateur, comme il l'est, un bon commentateur de ce qui se passe? Il connaît les dossiers manifestement. Est-ce qu'il est là pour essayer de synthétiser tout ça, d'essayer de trouver la ligne, le plus petit dénominateur commun, ou est-ce qu'au contraire il serait pas là plutôt pour fixer un cap, une prophétie, j'allais dire, une ligne d'avenir, quelque chose de plus grand? Ce qu'il fait d'une certaine manière, car on voit très bien que l'intention, me semble-t-il, le projet de François Hollande, c'est un projet sur 10 ans. C'est un projet de quinquennat et nous dire, regardez, j'ai mis de l'ordre,
j'ai mis de l'ordre dans le déficit, j'ai mis de l'ordre dans les verrous économiques. Je remets tout ça en place et c'est maintenant que ça va commencer et on va se lancer dans un deuxième quinquennat sur lequel on va partager, on va réaliser. 2025 sur le nucléaire, d'après ce que j'ai compris. Vous avez un doute encore. Christine Claire, on a souvent dit des présidents parfois qu'ils sont un peu enfermés dans leur tour d'ivoire, que derrière les murs épais de l'Élysée. Là, j'ai cité ce qui est en train de se passer. On ne va pas l'aggraver ni grossir ce qui se passe, mais il y a quand même des échauffourées. Je lis que des banques, des vitrines de magasins et des véhicules sont dégradés sur le chemin de manifestants qui sont déterminés à se rendre à l'Élysée directement. Cette situation, même si ce sont des points de crispation et des convulsions passagères, qu'est-ce qu'elle dit de notre pays ? Elle dit un malaise, ça c'est évident, un malaise, et notamment devant l'impuissance du politique, et devant notre impuissance à maintenir notre exception française, notre modèle français, qui est un modèle où l'État joue un grand rôle, où les services sociaux jouent un grand rôle, où la protection sociale est importante. Et on voit bien que tout ça ne tient pas face à la mondialisation. Donc c'est très douloureux pour nous. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est son message de sympathie envers les jeunes. Moi aussi, j'ai été jeune et c'est bien de militer quand on est jeune. Et bon, je ne peux pas vous donner mieux que la précarité, mais je vous aime, quoi, finalement. Alors que peut-être on attend d'un président de la République qui soit un père de famille ou qui de temps en temps se fâche. Là, la limite est franchie, ça suffit. On est en état d'urgence, la police est absolument épuisée. Est-ce que c'est bien le moment d'en rajouter et de nous rendre encore plus fragiles? Quel est votre sentiment, votre analyse? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il se retranche derrière ce qui lui reste, c'est-à-dire il est maître du temps. Donc il commence, puisqu'il est président de la République, c'est ce qui lui reste. Donc il dit j'ai encore 3 lois. Donc il parle de la loi travail, égalité, citoyenneté, la loi Sapin 2. Ensuite, il parle de son hypothétique candidature, même si elle est vraisemblable, à la fin de décembre. Donc il essaie de gagner du temps en fait. Et cette émission, elle est là pour ça. Elle est là pour dire à gauche, pour prévenir, je suis encore là, j'occupe l'espace, je m'installe. Effectivement, je suis très impopulaire, mais j'ai un avantage sur vous, c'est que je suis là, je suis dans le poste. Et c'est vraiment comme ça que je suis donc le maître des horloges. Apaisant et il est quand même assez anxiogène. Mais Jean-Luc Brault, je suis maître des horloges. Je vais continuer cette phrase. Expliquez-nous cette phrase. Je vais réformer jusqu'au bout, c'est-à-dire au bout du quinquennat, mais jusqu'au dernier jour du quinquennat. Il est possible de réformer parce que déjà la loi El Khomri prend du retard. Donc on commence quand même à s'approcher des échéances, ne serait-ce que techniques, pour voter des lois. Et j'étais frappé par le fait qu'il ne modifie pas son discours sur l'affaire du chômage et de sa candidature. Or, si on prend les chiffres, le chômage donc, a augmenté 700 000, et dans les meilleures conditions qui nous sont proposées par l'UNI, etc., le chômage d'ici à la mi-2017 devrait baisser de 30 000. Bon. Alors, il le sait, ça, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'avec un chômage qui aura augmenté de 670 000, il estime... Alors, on dit qu'il va être candidat, mais il dit « je serai candidat si ça s'améliore sur le chômage ». Ça ne pourra pas s'améliorer de plus de 30 000. Donc ça, c'est quand même assez bien. Donc ça veut dire quelque part, il se dit, je continue sur mon même discours et je saisirai l'occasion qui ne peut pas ne pas se présenter et qui me permettra de poser ma candidature malgré ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y a aussi la question de l'autorité. Là, je vous ramène à un sujet beaucoup plus politique. Il a affirmé que Emmanuel Macron devait faire partie d'une équipe sous son autorité. Or, Christine Claire, on a découvert qu'Emmanuel Macron, en ce moment, il est à Londres. On a découvert, alors si on devait analyser les phrases, c'est compliqué, parce qu'il y a eu marche avant, marche arrière. À la question, est-ce que vous pouvez être candidat en 2017, il dit, je ne l'exclus pas, après finalement, ce n'est pas ma priorité. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce trio Hollande, Valls, Macron aujourd'hui? Ah oui, on a l'impression que Hollande a utilisé Macron pour fragiliser Valls, en qui vous pouvez voir un redoutable concurrent. Finalement, à un moment donné, Valls était très haut dans les sondages, alors que Hollande commençait à plonger. Maintenant, Valls plonge aussi. Alors évidemment, ça peut paradoxalement le rassurer. Mais peut-être que du coup, Macron en fait un peu trop. Il échappe à son maître, la créature échappe à son maître, et il devient très indépendant. Alors, François Hollande a dit ce soir, il sait ce qu'il me doit. Bon, c'est quand même une façon de le ramener au bercail et de lui dire qu'il faut d'abord l'aider
dans son combat actuel, peut-être avant de se déclarer, qu'il a peut-être été un peu vite. Ah, c'est possible qu'Emmanuel Macron, dont on avait dit qu'il serait le rabatteur des voix du centre, Sandrine Kemener, finalement prenne sa liberté et s'imagine avoir un destin présidentiel? En tout cas, on voit que François Hollande a bien insisté sur cette séquence parce qu'il avait besoin d'être entendu. Il a dit aussi, je prolonge ce qu'a dit Christine Kerr, il a été mon conseiller. Donc c'est le collaborateur, je décide, il exécute. Enfin, c'est un grand classique. Hein. D'ailleurs, à la différence qu'Emmanuel Macron n'est pas Premier ministre, hein, même si. Donc il est dans un moment de faiblesse, mais encore une fois, il est président, donc il utilise ce qui lui reste, ses attributs présidentiels. Voilà, c'est de dire Emmanuel Macron est sous ma responsabilité. Je l'ai fait, je l'ai créé. Après, les images sont terribles parce que qu'est-ce qu'on voit? Il y a cette émission, donc on est tous en train de regarder l'émission, et puis si on regarde sur Twitter, on voit la place du Trocadéro qui est totalement vidée, protégée par des policiers comme je ne l'ai jamais vu. Alors on est en période d'alerte évidemment, mais là l'image est terrible. Et de l'autre côté, on a l'un des principaux ministres qui est justement celui qui l'a fait, celui qui l'a créé, celui qui l'a construit et qui l'a poussé. Et il est à Londres en train de dire mais je ne sais pas trop si je vais être candidat ou pas. Mais c'est juste du jamais vu, je pense. C'est pour ça que je dis que ça devient anxiogène, alors que François Hollande avait été élu pour être apaisant. Il continue oui, la France apaisée de François Hollande. Mais finalement... Il ne faut pas non plus dramatiser les choses et voir des paniques sociales là où il y a des mouvements comme il s'en produit et comme il est normal qu'il s'en produise dans une période de crise profonde de la démocratie. En effet, il y a une crise de gouvernance, ça c'est certain. Il est certain que les fauves sont lâchés, qu'on est dans une incertitude à gauche comme à droite d'ailleurs, que tout ça, effectivement, comme vous le dites, est très anxiogène. Mais simplement, on peut comprendre que François Hollande, d'abord, soit contraint d'occuper le terrain et de se livrer à cet exercice. C'est ce qu'il a fait ce soir, c'est occuper le terrain médiatique. Sans en espérer grand-chose. Et on peut comprendre qu'il nourrisse encore l'espoir légitime d'être présent dans l'élection présidentielle et même d'être présent au second tour. Les choses sont encore ouvertes, ce qui est un paradoxe puisqu'on voit qu'il est rejeté par une très très grande majorité des Français. Mais dans cet exercice-là d'aujourd'hui, moi je dis, et je le répète, qu'il montre une cohérence, si on prend un peu de recul. La cohérence, c'est une politique d'inflexion sociale libérale ou social-démocrate, selon l'angle du regard. Est-ce qu'elle est assumée jusqu'au bout? Alors, c'est la grande question. Qui n'est pas toujours assumée parce que c'est François Hollande, c'est l'homme de la synthèse et du va-et-vient, mais il y a quand même quelque chose, il y a une ligne qui existe. Est-ce qu'on a le choix? Mais est-ce qu'on a le choix? Comment pouvez-vous dire à ce moment-là, Tsipras lui-même a dû assumer ce genre de... Est-ce qu'on a le choix dans le monde d'aujourd'hui? Je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est pas un acte de volonté, ça n'est pas un choix. Oui, c'est compliqué parce que vous dites va et vient et il y a une ligne. C'est du va et vient ou il y a de ligne? Je pense que d'abord, quand il dit « je regrette de ne pas avoir dit aux Français quelle était la difficulté de la situation au départ ». En fin de compte, c'est lui qui l'a sous-estimé. C'est ça, c'est une erreur qui... Oui, mais il reconnaît de ne pas l'avoir dit. Mais en fin de compte, il devrait reconnaître de ne pas en avoir été lui-même conscient. Parce que c'est ça la question de fond. Et c'est pour ça que ça démarre si mal. Ça démarre si mal parce qu'il ne saisit pas que la France a des problèmes structurels graves. Et après, effectivement, il est trop tard pour pouvoir tout le problème est celui du diagnostic de départ pour les remèdes après. Le prochain président devra dire le lendemain de son élection, j'avais sous-estimé la gravité de la situation et finalement une partie de ce que j'ai promis ne pourra pas être accomplie. Mais même dans ces cas-là, ça ne marche pas. Allez, restez avec nous. Cette émission, vous allez le voir, a beaucoup inspiré notre caricaturiste sur ce sujet et d'autres. D'ailleurs, la semaine en dessin, tout de suite. Ces crayons chauffés comme d'habitude. Bonsoir Hervé Baudry. Bonsoir citoyenne et bonsoir citoyen. Vous dialoguez là, je suis en phase. Oui, c'était chaud là depuis 20h30. Est-ce que vous avez chauffé? Est-ce que les crayons ont chauffé? Ils ont chauffé un petit peu. On ne va pas consacrer toute la chronique. Vous en avez déjà abondamment parlé et puis très richement. Alors donc dialogue citoyen ce soir sur France 2. Le président de la République s'adressait aux Français. A-t-il vraiment convaincu? A-t-il eu ces 30 millions d'amis? Parce qu'il paraît qu'il n'y avait pas suffisamment de gens peut-être qui étaient accros à le revoir à la télé. Donc, en tout cas, moi, j'en ai trouvé deux.
Vous savez, Sonia, que nous sommes le 45 mars, on a déjà parlé, il y a un autre calendrier qui s'est mis en route, et donc toujours la nuit debout partout. Les politiques semblent complètement largués, voire exaspérés face à un mouvement qui leur échappe. Eh bien moi, j'ai regardé un peu l'histoire et je me dis que tout ça ressemble à une peinture du temps du Salon des Refusés en 1863. Face à l'incompréhension du jury officiel de l'Académie, il y avait un Salon des Refusés, oui, qui fut créé. Après le goût officiel, on vit l'émergence de la modernité en peinture. Ah ben je la travaille la chronique. C'est intéressant de retourner un petit peu en arrière. Aucun rapport, en tout cas, avec la volonté de renouer avec la jeunesse. Mais voici qu'on reparle de la légalisation du cannabis. Je n'ai pas fumé. Hein. Jean-Marie Le Guen a Jamais avant. Jamais avant. Oh, Sonia. Jean-Marie Le Guen a donc relancé le débat. Ça sent l'écran de fumée, bien sûr, parce que c'était sans succès. Donc, on a pu retravailler, j'ai pu retravailler un petit peu. Vous connaissez vous connaissez, non, c'est vous. Alors, de l'écran de fumée à l'écran tout court, hein, il ne fait pas bon être amateur de sextape. Ça, je ne vous demande pas si vous connaissez. Benzema est donc écarté de l'équipe de France de foot pour l'Euro 2016. Reste à espérer qu'une seconde sextape ne soit pas en position de l'intéresser, parce qu'il pourrait bien se venger. La belle alliance populaire, on en a parlé, la belle alliance populaire. J'étais sûre que ça allait vous inspirer. Ah bah oui. Et comment? Parce qu'avec un air d'antan, on espère en faire un tube en 2017. Alors moi, j'ai trouvé une petite combine remarquée, dessinée, Christophe Cambadélis en Jane Vincent. L'occasion ne se présente pas tous les jours. C'était pas Bibop Lula, c'est Bibap Lula. Mais je sais pas si la sauce va prendre quand même. Hein. Ah, je vais le comprendre. Belle alliance populaire, formidable. J'avais besoin du sous-titre. Tout homme politique aime être écouté, mais pas de cette façon. Thierry Solaire donc l'a appris à ses dépens. On en a parlé cette semaine. D'après le journal Le Monde, il aurait été écouté par la DGSE. Donc grosse tension à droite puisqu'elle était au pouvoir à l'époque. En exclu, j'ai retrouvé le costume de Thierry Solaire. Donc c'est un peu tout petit, mais on voit bien que le costume est bien équipé. On a un micro de cravate comme le mien, mais celui-là il se voit pas. Il y a des chaussures micro, il y a tout en micro. Donc il y a vraiment les barbouzes ont beaucoup d'imagination en France. Et puis enfin, avec les beaux jours qui approchent, Sonia, on a tous envie d'espace, de grand air, de soleil, de sport, de jouer au foot, je le sais, par exemple. Moi, je vous ai trouvé une petite annonce intéressante à Marseille. Donc on va la voir à l'écran. Eh ben non, c'est pas celle-là. Alors, ça c'est drôle. Alors là, je vais la commenter puisque le dessin est là. Eh bien, souvenez-vous, donc on peut revenir, on est en direct, on peut repasser le dessin. On peut tout faire. On va s'en plier un petit hommage en plus. Là, c'est en régie qu'ils ont filmé, à mon avis, c'est pas vous. Bon. Alors on fait quoi? Alors on dit quoi? Alors là, c'était le dessin pour Jacques Chirac, en fait, pour le 10e anniversaire, pour le musée donc, du Quai Branly. Donc on va l'appeler aussi le musée Jacques Chirac. Et Jacques Chirac disait, on le retrouve, et bien voilà. Et pour Giscard, son nom pour le prochain parking de Vulcania. Voilà. Je veux juste savoir la réaction justement de Christine Claire. Ça paraît tout à fait naturel que ce musée du Quai Branly soit baptisé musée Jacques Chirac. C'est son musée. Oui, bien sûr. Il n'a pas eu de prétention, je veux dire, dans l'ordre des monuments. Hein, après Mitterrand qui avait jalonné tout Paris de la Défense. Bon, on a eu le chant de Georges Pompidou. Ça a été finalement assez modeste et c'est un signe d'ouverture. On s'était beaucoup moqué de lui sur sa passion sur les arts premiers. Voilà, ce n'est que finalement, ça n'est que justice, oui. Merci. Il a ouvert la voie sur le monde. Oui. Je sais que vous aimez beaucoup les musées. Exactement. Il est 23h dans quelques instants. C'est l'entretien ce soir avec la journaliste politique Cécile Amar. Mais d'abord, le rappel des principales informations de la soirée avec Sophie Normand-Couturier. « 90 minutes d'échange avec 3 journalistes et 4 Français. À un an de la présidentielle, François Hollande a tenté de reconquérir l'opinion. Que faut-il retenir de sa prestation? Le récit de Faustine Saint-Geniès. C'est un peu l'entretien de la dernière chance pour le chef de l'État. 1h45 pour convaincre les Français, mais aussi et surtout faire le bilan de ses 4 ans à l'Élysée. Un bilan qu'il juge plutôt satisfaisant. Alors c'est vrai, quand le président dit « ça va mieux » quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts. Un constat pas vraiment partagé par les 4 Français venus interpeller le chef de l'État sur un vaste éventail de sujets. Économie, chômage, terrorisme ou encore jeunesse. Face à eux, un François Hollande plus à l'aise sur les questions internationales que sur la politique intérieure, où sa réforme du Code du travail est très contestée. La rue, elle considère qu'il faut, pour une partie de ceux qui manifestent, qu'il faut retirer la loi. Elle ne sera pas retirée.
Pas d'annonce ni de candidature officielle, mais un recadrage des ministres un peu trop bavards, comme Manuel Valls ou Emmanuel Macron. Tout au long de l'émission, François Hollande s'efforce de convaincre les salariés, les déçus de la gauche et surtout la jeunesse, notamment lorsqu'il évoque le mouvement Nuit debout. Moi, je trouve légitime que la jeunesse, aujourd'hui, veuille s'exprimer, veuille dire son mot. Reste à savoir si ce type d'exercice est le meilleur moyen de s'adresser à cette partie de la population. Et dans le reste de l'actualité, il occupe le terrain médiatique. Emmanuel Macron était à Londres ce soir. Son mouvement En Marche, lancé la semaine dernière, connaîtrait un vif succès si les chiffres sont bien les bons. Jordan Klein. Les chiffres présentés par Emmanuel Macron sont-ils trompeurs? Les simples curieux sont comptabilisés comme des adhérents. Pour pouvoir accéder au contenu du site, deux possibilités. Adhérer directement ou cliquer sur « Je marche » et devenir un marcheur, c'est-à-dire approuver le mouvement. Impossible donc d'entrer sur la plateforme si vous ne souhaitez pas au minimum aimer la démarche. De facto, les adhérents ne sont donc que des internautes qui ont cliqué afin d'entrer sur la page principale. Les 13 000 clics recensés ne sont donc pas forcément prêts à s'engager auprès du ministre de l'économie. Volonté d'enjoliver la réalité ou stratégie de communication, une chose est sûre, c'est un lancement réussi. Plus la personne apparaît comme étant soutenue ou en tout cas avec une dynamique importante, plus elle arrive justement à montrer le poids qu'elle peut avoir dans la société, entraîner les journalistes à faire encore plus attention à ce qui peut être indiqué et puis également les Français à plus soutenir encore l'action du responsable politique. Pour l'instant, le prochain objectif est déjà fixé, faire du porte-à-porte et tenter de récolter plus de 100 000 témoignages d'ici au mois de mai. Manifestation, blocage de lycées, le projet de loi travail continue de mobiliser. Des échauffourées ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Incident enregistré à Montpellier, à Toulouse et à Paris ce soir. L'ambiance est toujours très tendue autour de la place de la République. Après 5 ans de débat, le PNR, registre européen des données des passagers aériens, a enfin été adopté. Les eurodéputés se sont prononcés pour, mais initialement prévu pour le secteur aérien. Le PNR pourrait-il être élargi au transport ferroviaire, voire autoroutier? Élément de réponse avec Mounir Soussi. Le PNR renforce les contrôles dans les airs, mais qu'en est-il sur terre? Les auteurs des attentats de novembre ont transité par les routes entre la France et la Belgique, entraînant le rétablissement momentané des contrôles aux frontières. L'attaque avortée dans le Thalys à l'été 2015 a montré que le trafic ferroviaire pouvait être une cible, un événement qui peut poser la question d'une extension du PNR. On peut le doubler par un PNR ferroviaire. Par exemple, l'Inde a mis en place un PNR India Railways. Et ça, c'est nouveau parce qu'on n'en a pas entendu parler. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que l'Inde, c'est un peu exotique. On peut mettre un PNR au péage aux autoroutes. Ça peut être extrêmement étendu. Contrôler les déplacements routiers des particuliers impliquerait de rétablir des vérifications d'identité systématiques aux frontières, remettant en cause les accords de Schengen. Sur les rails, une telle mesure nécessiterait une coopération entre toutes les compagnies et les différents pays concernés. Pour renforcer la sécurité, la SNCF a relevé le niveau de vigilance sur les lignes sensibles, mais n'envisage pas de collecter les données de ses clients, une approche partagée par la Commission européenne. Interrogée dans une question écrite par l'eurodéputé Rachida Dati, l'institution a répondu qu'elle n'avait pas l'intention d'étudier la possibilité de mettre en place un tel fichier pour les usagers des trains internationaux. Sachez enfin que la sénatrice socialiste Bariza Chiari a été élue nouvelle présidente de l'Institut des cultures d'Islam, un établissement culturel de la ville de Paris dont l'ancien président avait claqué la porte sur fond de désaccord avec Anne Hidalgo. Et tout de suite, on passe à la revue de presse. Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens. On va commencer avec Ouest France, Sophie, qui revient évidemment sur l'intervention ce soir de François Hollande. Hollande défend sa méthode, titre le quotidien régional, qui revient sur l'enjeu de cette émission pour le chef de l'État. Tenter de persuader les Français du bien fondé de son action. Ouest France qui rappelle cette déclaration de François Hollande. Oui, ça va mieux. François Hollande qui veut réformer jusqu'au bout, avec l'espoir de rebondir pour 2017. Et c'est dans ce contexte que l'Union révèle une initiative locale. De nouvelles tête pour changer la politique. L'Union revient sur cette idée initiée par des associations de lancer une primaire citoyenne en vue toujours de la présidentielle de 2017. Leur objectif est de faire émerger de nouveaux visages et en particulier une personnalité qui s'affirmerait hors des partis politiques. Plus de détails dans l'Union demain. Alors, toute autre chose pour Libération, pas du tout sur François Hollande. Il s'intéresse au djihad demain. Et à la une du quotidien, la bataille du djihad. En photo, deux hommes, deux courants de pensée qui s'affrontent violemment. Libé s'interroge.
interroge, la matrice originelle du terrorisme islamiste est-elle la violence ou la religion? Derrière cette querelle de chercheurs, c'est le rapport de la France à l'islam qui est interrogé, selon Libé, enquête à lire dans le quotidien demain. Le Télégramme qui revient sur la situation à Mayotte. Le quotidien revient sur cette situation explosive à Mayotte. Depuis 2 semaines, un mouvement social paralyse cette île d'outre-mer. Son activité économique est paralysée. Et voilà qu'elle est maintenant le théâtre de violences urbaines depuis plusieurs nuits. Le Télégramme livre le récit de Bretons présents sur place. Témoignage à lire demain. Merci beaucoup Sophie. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin ce soir. Mon invitée ce soir est journaliste politique au Journal du Dimanche. Elle a publié en 2014 « Jusqu'ici, tout va mal ». Un livre enquête sur et autour de François Hollande. Et elle vient de publier chez Grasset « L'homme qui ne voulait pas être roi ». Conversation avec Jacques Delors. On va en parler en détail. Cécile Amar, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Avant de parler plus précisément de votre livre, je voudrais avoir l'analyse, votre regard, le regard de la journaliste qui a suivi de longues années François Hollande. Votre analyse de l'émission ce soir, à 1 an de la présidentielle. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà de l'exercice lui-même? C'est un exercice qui est forcément compliqué quand vous êtes aussi impopulaire et quand vous avez un bilan dont que les Français jugent extrêmement négatif. Mais donc ça, c'est la donnée de départ. À partir de cette donnée, l'émission se regardait. Il n'apparaît pas déconnecté de son peuple. Il n'est pas. Enfin voilà, il n'y a pas. Je suis pas sûr que ça change grand-chose dans l'opinion, mais par rapport à ce qu'on pouvait attendre, craindre, par rapport à ce que disait la presse avant l'émission. C'est vrai qu'on avait dit maximum de risques et minimum de bénéfices. On verra pour les bénéfices, les risques. En tout cas, les risques, il y en a. En tout cas, il a passé l'épreuve sans risque. Il n'y a pas une séquence qui restera comme un président complètement coupé de son peuple ou ne sachant pas répondre. Voilà, il y a des réponses plus ou moins convaincantes. Il y a une phrase. Il y a toujours l'optimisme qu'il a qui lui fait dire vous avez retenu, ça va mieux. Oui, voilà, qui a choqué beaucoup de nos invités politiques et des éditorialistes qui la reprennent. Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez des chiffres qui effectivement vont mieux, parce que les déficits, la lutte contre les déficits, il a plus réussi. Enfin voilà, il y a des chiffres économiques qui vont mieux. La réalité, telle que le vivent les Français, ils n'ont pas du tout l'impression que ça va mieux pour eux. Donc c'est toujours la même chose. Et plus, c'est quelqu'un qui a beaucoup péché par un excès d'optimisme dans les premières années de son quinquennat. Donc voilà, quand il a déjà annoncé plusieurs fois que la reprise était là, que le retournement arrivait, que la courbe du chômage allait s'inverser. Voilà, donc forcément, la seule réalité pour les gens, c'est le chômage. C'est sur ça qu'ils jugeront si oui ou non le pays va mieux à la fin de son quinquennat. Sur les faits, sur cette réalité, effectivement. Cécile Amar, vous êtes journaliste politique, je crois, depuis 1999, et vous suivez la gauche, vous avez toujours suivi la gauche, et vous avez vu, évidemment, tout le parcours de François Hollande depuis le poste de Premier secrétaire du Parti socialiste. Quel changement vous frappe le plus aujourd'hui chez lui, quand vous le regardez ce soir, par rapport à toutes ces années où vous l'avez suivi? Qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Il est plus grave, mais la situation est plus grave. Voilà. Je crois que ce qu'il dit à la fin est le moment, moi qui le connais depuis très longtemps, le plus sincère. C'est-à-dire que, oui, il lâche les cadavres qu'il a vus, quand il dit que être président, c'est vivre avec la tragédie, c'est quelqu'un qui n'avait jamais vécu avec la tragédie. C'est quelqu'un pour qui la vie a toujours été facile. Jusque-là, c'est tant mieux pour lui. Hein. Tout le monde préférerait, mais c'est un enfant qui a été choyé par sa mère. C'est un enfant qui a toujours réussi à l'école. La vie lui a toujours souri. Il a toujours tout réussi et il a plutôt une vie agréable et sympathique. Tant mieux pour lui. Arrivé à la présidence de la République, il arrive dans un contexte qui est de loin le contexte le plus dur qu'il y a eu affronté. Et quand il dit hier qu'il y avait 3 jeunes soldats qui sont morts au Mali, ces 3 jeunes garçons qui ne seraient jamais partis si lui n'avait pas décidé de les envoyer à la guerre. Donc forcément... Les conséquences des actes. Oui, c'est dur de se dire que vous avez pris une décision d'envoyer des gens et que ça finit par des familles qui vont recevoir un jour le cadavre de leurs enfants. Grave, sincère, profond. Et il y a un côté équilibriste que vous connaissez bien, l'homme de la synthèse. On a eu l'impression de le retrouver ce soir sur différents sujets, entre les patrons et les salariés.
il veut rapprocher, d'ailleurs il ne faut pas les opposer, heureusement, les catégories, mais on voit bien qu'il essaye de faire plaisir à tout le monde. Même chose sur le voile, asservissement de la femme ou pas, il ne tranche pas, ça dépend du voile. Est-ce que est-ce que c'est justement attaché à sa personnalité? Oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. C'est quelqu'un qui n'aime pas les situations frontales, qui veut toujours... c'est sa personnalité, sa façon de diriger... quand il dirigeait le Parti Socialiste ou quand il dirige, et puis son être profond. Il veut toujours que les choses aillent bien. Voilà. Et effectivement, il y a forcément, normalement, vous devez choisir, et quand vous choisissez, il y a forcément des gens qui ne sont pas contents. Donc des fois, quand il ne choisit pas, ou quand il choisit une voie où il a l'impression de donner, en fait, il mécontente tout le monde. Il donne aussi l'impression d'être seul aujourd'hui, derrière les murs de l'Élysée, de ne pas avoir une armée justement pour se représenter et qui est capable de se défendre, de le défendre bec et ongle. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce qu'autour de lui aussi, il n'a pas fait un peu le vide? Parce qu'on dit souvent qu'il est très très dur avec ses proches, les plus proches, Le Foll, Sapin, tous disent qu'ils ont des séquelles, des cicatrices. Il est dur avec les gens et effectivement, il n'a pas beaucoup d'affect dans la vie politique. Donc ses proches, il n'a pas toujours été très sympa, mais après tout, c'est son droit le plus strict. Alors il est effectivement seul parce qu'il a aussi... moi ça m'avait toujours frappé, je le racontais dans le premier livre, c'est dès les premiers mois du quinquennat, quand vous alliez voir ses conseillers ou ses ministres, ils passaient leur temps à dire du mal de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu... Et vice-versa, j'imagine. Oui, mais peu importe. Lui, il a le droit, à la limite, lui, il pense ce qu'il veut. C'est lui qui les a nommés. Les gens, il les paye, ils sont payés pour dire du bien de lui. Et ils passent leur temps à dire du mal. Et quand vous lui dites, ça le fait marrer. Donc, oui, à force, pour aller au combat, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Si je vous ai posé cette question sur la solitude, c'est ce qui interpelle aussi par rapport à votre livre dont on va parler et à Jacques Delors. On aurait pu penser, pour ceux qui ne suivent pas de très près, et évidemment ceux qui le fréquentent, qu'il voit souvent Jacques Delors. Et on se rend compte que non. Durant son quinquennat, il ne l'a jamais vu. Mais il se disait très proche de lui. Il animait ce fameux club, rappelez-moi le nom, Témoin. C'est assez frappant de voir que cet homme qu'il doit apprécier, peut-être même aimer, respecter et admirer, il ne le voit pas. Non, il ne le voit jamais. C'est comme ça qu'en fait je suis arrivée au deuxième livre. Moi, ça m'a toujours intriguée parce que moi, je me dis tout le temps qu'en fait, quand vous devez quelque chose à quelqu'un, que quelqu'un a été important dans votre vie, que vous avez commencé, qu'il a été votre mentor, non seulement vous ne le reniez pas, mais vous lui devez quelque chose et un truc de reconnaissance. Voilà, les enfants, on a tous été élevés en reconnaissant ce qu'on devait à nos parents, à nos grands-parents, aux gens qui nous ont formés, aux instituts qu'on a connus. Enfin voilà, il y a une espèce de matrice où vous construisez avec des gens. François Hollande, il se construit en effaçant les gens. Et avec Jacques Delors, c'est la caricature à ce point-là. Il ne va jamais le voir. Il ne l'appelle jamais. Jacques Delors, non seulement il a fait sa carrière, mais ça a été le plus grand président de la Commission européenne. Il est écouté, consulté par tous les Européens et le reste du monde. Par tout le monde. Pas en France. Pas en France. Il est absolument incompris dans son pays. Après, il le dit lui-même, en fait. Quand il a renoncé à se présenter en 1994, parce qu'il pensait qu'il n'aurait pas de majorité pour faire, donc il fait une figure assez inédite dans la vie politique française, c'est-à-dire d'être le favori des sondages et de dire « non, je n'irai pas ». Voilà, je ne pourrai pas mener la politique que je veux, donc je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire des promesses que je ne tiendrai pas, donc je ne vais pas. Jacques Delors, quand il fait ça, et il le dit pour la première fois, il ne se dit pas qu'en fait sa carrière politique est finie. Il se dit, bon ben voilà, je ne veux pas être candidat à la présidence de la République, je viens de passer 10 ans à la tête de la Commission européenne, j'ai fait plein de choses, je vais aider mes camarades. Il se trouve qu'en fait, il n'y a plus jamais un socialiste qui l'a appelé. Il n'y a plus jamais un socialiste qui est venu le voir. Lui, le grand Européen, celui qui a imaginé l'Europe, celui qui a parlé avant tout le monde de ce qui se passe en ce moment, parce que quand on relit ses mémoires, c'est frappant. La crise des migrants, il l'avait alerté. Donc il n'est pas consulté. Voilà. Ça, en tout cas, il n'est pas peut être étonné de Ah non, mais l'apprendre, c'est sidérant. Vous avez évidemment raison. Mais oui, il n'est pas consulté. Il n'est pas consulté par le président de la République. Il n'est pas consulté par le Premier ministre. Il est consulté par des chefs d'État étrangers. Il est consulté par plein de gens en Europe. Et pourtant, finalement, il y a beaucoup de points communs. Est-ce que c'est le cas? Le programme qu'a voulu mettre en place Jacques Delors, s'il avait été candidat, est-ce qu'on peut le rapprocher du programme qu'est en train d'appliquer François Hollande?
Une partie, mais avec une particularité absolue, et ce qui fait dire aujourd'hui à Jacques Delors, alors qu'il a 90 ans, alors que quand il faisait de la politique, il était considéré plutôt comme l'aile droite du Parti socialiste, il dit aujourd'hui, on donne beaucoup trop au patron, parce que ce qui définit Jacques Delors, il arrive en politique très tard, il a plus de 50 ans, parce qu'il est avant tout un syndicaliste. Ce qu'il a formé, ce qu'il a fait, c'est le syndicalisme. Et donc, ce qui n'est pas du tout, ce qui est la vraie différence entre François Hollande et lui, et entre la politique menée, c'est que Jacques Delors, il bâtit des compromis. Mais il bâtit des compromis avec les syndicats et avec le patronat. Il n'est pas systématiquement d'accord avec le patronat. Il fait un compromis, c'est forcément une ligne médiane. Donc, il dit aujourd'hui encore... le pacte de responsabilité, c'est pas ce qu'il aurait fait. Ça ne passe pas pour lui. Non, c'est pas bien qu'il y a. Non. Mais non, parce que quand il arrive à la présidence de la Commission, donc on est en 1985, il est nommé en 1984, il fait quelque chose qui n'a jamais été fait, c'est qu'il met dans la même salle le patronat européen, les syndicats européens. Et il fait la première convention collective européenne. C'est un syndicaliste. Et d'ailleurs, quand il le raconte, quand il arrive à la Commission, ses collaborateurs lui disent « Non, mais enfin, on ne fait pas ça. Ça n'existe pas, c'est pas ça, président de la Commission, on ne va pas discuter avec les syndicats. » Et il va voir le patronat, il leur dit « De toute façon, il n'y a aucun problème. Hein. Si ça ne se passe pas bien, moi je vais dans la rue avec les syndicats. » Bon, François Hollande, il ne va pas dans la rue avec les syndicats. Mais il n'a même pas utilisé cet argument. Ça ne lui vient même pas à l'esprit. François Hollande, il n'est pas syndicaliste. Il n'a jamais été syndicaliste. C'est pas la même histoire. Les mots n'ont plus beaucoup de sens. Jacques Delors, il est profondément social-démocrate. Il a toujours été, mais la social-démocratie, c'est un double compromis. Il l'incarne. C'est un double compromis entre l'État. On l'a oublié, ça, d'ailleurs, ce double compromis. Bien sûr. On parle beaucoup du compromis, il y a toujours un double compromis. Ben oui. Donc non, il y a une partie des idées mises en place qu'il aurait fait, mais pas du tout de la même façon. Et donc, ça aboutit pas à la même chose. Je vais faire un peu de psychologie. Peut-être que je vais sur un mauvais terrain. Cette non-relation, parce qu'est-ce qu'on peut parler d'une relation? Ils ont une sorte de non-relation. Est-ce qu'on peut l'expliquer aussi par la fille de Jacques Delors, Martine Aubry? Est-ce que François Hollande y voit une sorte de... Je ne sais pas. Est-ce qu'il le considère comme son mentor et donc forcément la fille de Jacques Delors occupe une place particulière? Comme on connaît leur relation, il y a une confrontation avec le père, ou est-ce que ce trio, il ne faut pas du tout analyser ça? Mais à la limite, on pourrait croire ça, mais sauf que, en l'occurrence, à témoin, quand François Hollande commence sa vie politique dans le sillage de Delors, il est à égalité avec Martine Aubry. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rivalité à l'époque. C'est-à-dire que la rivalité Hollande-Aubry, elle arrive 15 ans après, au moment où François Hollande, ça fait très 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 longtemps qu'il ne s'est plus occupé de Jacques Delors non plus. Donc non, c'est même pas ça. Ça serait rassurant à la limite. Oui. Que ce soit ça serait rationnel. Il y aurait une raison politique à ça. Mais non, il n'y a même pas ça. Jacques Delors, il a longtemps prédit, je cite sa phrase, « L'Europe était entre la survie et le déclin ». Cette phrase, en ce moment, elle a une résonance incroyable. On a l'impression que c'est l'heure de vérité pour cette Europe. Et très souvent, il a tiré la sonnette d'alarme sur la crise des migrants. Quel est son regard aujourd'hui sur cette Europe à laquelle il tient? Qu'est-ce qu'il il ne reconnaît sans doute pas l'Europe qui est là aujourd'hui, des égoïsmes, des déchirures? Il dit que l'Europe n'a plus d'âme. Il dit que... Voilà, bien sûr qu'il ne la reconnaît pas. Lui, il arrive, honnêtement, la situation, elle n'est pas tellement plus simple quand il arrive. Non, c'est pas vrai que c'est l'Europe mythique, mais il arrive, les pays ont des intérêts au moins aussi divergents qu'aujourd'hui, et il a un projet, il a une vision. Il veut que l'Europe ait une âme, donc il fait un grand marché, à la fois un grand marché économique, et les 5 premières années de sa présidence, il y a 9 millions d'emplois créés en Europe, pour donner une idée de ce que c'est par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Donc il y a un grand marché, et il dit il faut que les gens se sentent européens. Donc il va ouvrir les frontières. C'est lui qui abolit les frontières en Europe. Et c'est lui qui crée Erasmus. C'est-à-dire il crée des ingrédients qui font... Une Europe concrète aussi. Oui, que vous et moi, quand on se promène, quand vous passez dans le pays d'à côté, quand il y a des étudiants qui viennent, quand il y a des gens qui travaillent, ils ont effectivement un intérêt commun et un sentiment commun. Ils existent ensemble. Vous avez dit vision. Des personnalités comme ça, de gauche, comme Jacques Delors, ou d'autres à droite, c'est ce qui manque aujourd'hui. Le leadership, l'autorité presque
naturel, même si beaucoup, dans son propre camp, ont reproché à Jacques Delors une forme de trahison quand il n'a pas franchi la dernière marche et quand il n'a pas été candidat. Mais est-ce que c'est ça ce qui manque, le leadership, une autorité? Oui, il manque des gens qui ont des visions, il manque des gens qui bougent pas, enfin qui savent où ils vont. Les valeurs de Jacques Delors, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur ses archives pendant 10 ans. Et ce qui est sidérant, on disait, c'est que ce qu'il disait en 1984, ce qu'il disait en 1987, ce qu'il dit en 1980, c'est ce qu'il dit toujours aujourd'hui. Il n'a pas changé. C'est-à-dire que les idées qu'il défendait... Il n'y a pas eu de cohérence successive. Mais non, il n'y a pas au gré des sondages, au gré d'un communicant qui lui a dit je ne sais pas quoi, au gré de... Voilà, il a des idées, il sait où il va, il défend l'idée que le progrès social, ça passe avant, qu'il n'y a pas de progrès économique sans progrès social, que l'argent n'est pas une valeur. Hein, que ce n'est pas le moteur d'une vie, l'argent, qu'il défend la même chose. Et il défend en Europe l'idée que les uns et les autres doivent travailler ensemble et que oui, on doit faire des compromis, mais qu'on doit avoir un intérêt commun. Voilà, et on retrouve toutes ces idées dans ce livre passionnant parce qu'on redécouvre Jacques Delors, pour ceux qui ne l'ont pas connu, les plus jeunes d'entre nous, et puis il y a toute l'histoire, on se remémore vraiment des relations avec l'Allemagne, de l'Europe à cette époque-là. Merci beaucoup Cécile, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. On arrive presque à la fin de cette émission, comme d'habitude, c'est le zapping de Public Sénat. Au nord de la Macédoine, à la frontière avec la Serbie, le camp de Tabanovce. Des Afghans, des Syriens, des Irakiens, plus d'1 millier de réfugiés s'entassent ici depuis début mars, faute de pouvoir continuer leur route vers le nord et l'Europe occidentale. Il manque de tout. La situation est mauvaise car la frontière est totalement fermée. Il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde, pas d'eau. J'ai perdu tout espoir. J'espérais pouvoir aller dans un autre pays pour me sauver, moi et ma famille, mais il vaut mieux que je reparte en Irak. C'est ce point-là, en fait, qu'aujourd'hui, un exécutif a du mal à gérer. C'est que, en réalité, entre le moment où la pétition se lance, où se crée le hashtag « On vaut mieux que ça », qui est d'une grande richesse, il se passe 3 jours, un week-end, où pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction du côté de la riposte politique. Romainville, l'école Marcel Cachin, au cœur d'un quartier prioritaire. Après la récréation, il est temps pour ces élèves de CM2 de retourner en classe. Mais les stylos et cahiers resteront dans les cartables. Vous pouvez dès maintenant commencer, connecter votre souris. Créer son propre jeu vidéo, un programme plutôt ludique pour les élèves de primaire. On est en train de faire un jeu pour les CP-CE1 pour qu'ils apprennent à calculer pour connaître tous les calculs qui sont égaux à 20. Et pour savoir créer un jeu vidéo, il faut apprendre le code informatique. C'est les lignes où on va dire à le personnage ce qu'il doit faire. Quand par exemple je touche la lettre F, eh ben, il va tirer. Je pense que François Hollande est disqualifié pour conduire le combat de la gauche parce qu'il a tourné le dos à tout ce qui aurait pu ressembler à une politique de gauche dans le quinquennat, peut-être à l'exception de la loi sur le mariage pour tous qui a été portée par Christiane Taubira dans le gouvernement. La question qui est devant nous, c'est celle de construire, et nous avons encore plusieurs mois pour le faire, mais ça devient urgent, c'est de construire un nouveau projet à gauche et une candidature qui ne peut pas être celle de François Hollande et a fortiori celle de Manuel Valls. En France, a été fait le choix de concentrer les moyens, j'ai envie de dire, sur l'enseignement secondaire. Choix qui s'explique parce que les recherches montraient que l'enseignement secondaire focalisait un certain nombre de difficultés et était finalement le moment dans le cursus scolaire où les inégalités entre élèves se creusaient davantage. Ceci étant, avec la loi de refondation de l'école, un recentrage des moyens est donné sur l'école primaire. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective et politique qu'il faut effectivement recentrer des moyens sur l'école primaire.
Un dirigeant européen touché par le scandale des Panama Papers. David Cameron l'a reconnu, il a bien perçu des revenus du fonds d'investissement offshore Mossack Fonseca. Le Premier ministre britannique a joué carte sur table. Il a publié tous ses revenus depuis 2009 et a même fait son mea culpa devant les caméras. Je sais que j'aurais dû mieux gérer cette affaire. Je sais qu'il y a des leçons à en tirer. Je saurai m'en souvenir. La déferlante Panama Papers concerne aussi des banques, comme la Société Générale, et des entreprises européennes accusées de détenir des comptes offshore non déclarés. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'Info. Et puis lundi, à partir de 22h, vous retrouverez pour votre émission à la présentation Perrine Tarnot. Quant à moi, je vous retrouverai dans une petite semaine, avec plaisir, bien sûr, pour On va plus loin. Merci encore. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie.